Bonjour à tous. Et donc nous allons aborder ensemble ce qu'est la chirurgie lyrique, qui est en fait une des pratiques que l'on peut proposer ici à Sainte-Anne pour opérer les tumeurs intracérébrales, donc du système nerveux central que nous avons vu précédemment. Et je vous proposerai de commencer par vous énoncer le paradigme qui sous-tend, la réflexion qui sous-tend une telle pratique. Le cerveau, en effet, est un organe particulièrement complexe, encore imparfaitement compris, et hautement fonctionnel. Hautement fonctionnel, je m'explique, c'est-à-dire que l'intégralité du cerveau, les zones cérébrales, ont une spécialisation et vont répondre à un besoin et à une fonction particulière. Par exemple, les régions du langage, de la motricité, de la sensibilité ou encore de la vision vont être représentées tout au long de la surface, mais également en profondeur du cerveau. Et celui-ci a une particularité qui vient le rendre encore plus complexe et qui se surajoute à tout cela, c'est qu'il est unique. Unique non pas dans sa morphologie, dans son aspect, mais unique de par son organisation fonctionnelle, c'est-à-dire que le cerveau d'un patient A n'a pas la même organisation fonctionnelle que le cerveau d'un patient B. Je m'explique plus concrètement, c'est-à-dire que si on identifie une zone du langage chez un patient A, chez un patient B, cette zone ne sera peut-être pas responsable du langage. Il faut donc tenir compte de cette hétérogénéité inter-individuelle. En ce qui concerne le traitement de la maladie, la nécessité de réveiller les patients pour pouvoir bien soigner son patient, l'objectif est donc ici, le professeur Pallu vous en a parlé, cette fameuse balance oncofonctionnelle, c'est-à-dire que nous allons mettre en balance la possibilité de pouvoir retirer le plus possible de la maladie, et donc améliorer le pronostic de celle-ci, tout en limitant le risque de séquelles. Et pendant l'intervention, nous allons stimuler électriquement le cerveau, sans douleur, je vous le rassure, pour pouvoir identifier ces fonctions cérébrales qui ont été programmées avant l'intervention, en tout cas dans la planification opératoire. Et ceci avec pour objectif de pouvoir réaliser, d'augmenter la sécurité du geste chirurgical en monitorant les fonctions en temps réel. Comment se déroule maintenant de façon très pratico-pratique ce type de chirurgie? Alors, à Sainte-Anne, nous avons mis en place un hôpital de jour dédié à cette pratique, puisqu'en fait, bon nombre d'examens devront être réalisés pour pouvoir rendre possible, faisable, ce type d'intervention chirurgicale. Le premier examen, qui est probablement aussi l'un des plus longs, un des plus chronophages, mais très important pour la planification opératoire et l'évaluation préopératoire du fonctionnement cérébral dans un cerveau qui est malade, qui est porteur d'une maladie, c'est le bilan orthophonique et neuropsychologique, qui peut être parfois étalé sur plusieurs jours. Celui-ci va être réalisé par nos collègues orthophonistes et neuropsychologues du service. Va s'en suivre également des IRM cérébrales. Vous avez vu que j'ai mis ça au pluriel parce qu'effectivement, il est assez commun pour nous de réaliser deux types d'imagerie cérébrale en amont de l'intervention chirurgicale. Une IRM cérébrale morphologique, le docteur Provost vous en a montré quelques exemples, qui va en fait servir au neurochirurgien pour planifier son intervention, qui va permettre d'identifier les détails anatomiques, l'étendue de la maladie. Puis une seconde IRM qui est dite fonctionnelle, qui elle va s'intéresser à la fonction du cerveau et qui va permettre d'identifier de façon relativement précise, mais pas aussi précise que pendant l'intervention, ce qui sous-tend la nécessité de pratiquer cette chirurgie en conditions éveillées, les différentes zones fonctionnelles du cerveau. Concrètement, vous avez une IRM cérébrale, comme le docteur Provost vous a montré tout à l'heure, avec des taches lumineuses qui vont apparaître et nous dire « attention, ici on a des zones du langage ». Ici, nous avons des zones de la motricité, de la vision ou encore de la sensibilité, par exemple. Un électroencéphalogramme. Un électroencéphalogramme, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est ni plus ni moins qu'un électrocardiogramme du cerveau. Le principal symptôme révélateur des tumeurs cérébrales, et en particulier des tumeurs intracérébrales, est l'épilepsie. La crise d'épilepsie est en fait un désordre électrique à l'intérieur du cerveau que l'on peut monitorer, évaluer grâce à un électroencéphalogramme, qui est un examen, je vous rassure, totalement indolore. Ce sont des électrodes que l'on colle sur le cuir chevelu et qui vont enregistrer en temps réel l'activité électrique du cerveau. C'est important de le faire avant l'intervention parce que cela va permettre de savoir si les traitements antiépileptiques sont suffisamment efficaces, mais également de servir de référence et donc de point de comparaison si ultérieurement l'épilepsie renaît, malgré le traitement. D'autres examens cette liste est donc non exhaustive, seront réalisés selon les besoins au cas par cas. Cela peut inclure par exemple un scanner du corps entier si l'on suspecte une métastase au cerveau par exemple. Enfin, cet hôpital de jour de neurochirurgie se termine par deux types de consultations médicales. La consultation d'anesthésie, vous allez rencontrer l'équipe d'anesthésie et réanimation qui va pratiquer l'anesthésie générale, le réveil
et l'anesthésie générale de nouveau. J'en reparlerai juste ensuite. Enfin, vous aurez la synthèse de tous ces examens, de ces résultats et de ces journées d'hôpitaux de jour avec votre neurochirurgien référent que vous aurez déjà rencontré, puisque M. Palliot vous en a parlé tout à l'heure. Il y a très souvent une première consultation d'annonce sur la maladie, l'explication du schéma de traitement, notamment de la chirurgie en conditions éveillées, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mais il est important de revoir le patient si les conditions le permettent, les conditions d'urgence bien évidemment, de revoir votre chirurgien pour faire la synthèse de toutes ces informations-là, poser vos questions et vous préparer à l'intervention chirurgicale, parce que c'est une intervention particulière, j'en conviens volontiers. Alors, avant le jour J, comment celle-ci se déroule d'un point de vue du soignant, des soignants? On prend souvent l'image en chirurgie du pilote d'avion, de son itinéraire, de ses équipes. Eh bien, cette image est assez adaptée à mon sens. En effet, tout est question de planification, de vérification. Parfois, jusqu'à l'obsession, mais c'est important. On va colliger les différents éléments que nous avons pu recueillir lors de votre hôpital de jour et les différentes informations. Le bilan neuropsychologique et orthophonique va être particulièrement important pour voir le degré de fonctionnement du cerveau. Est-ce que la mémoire est fonctionnelle ou pas? Est-ce que le langage est fonctionnel ou pas? Est-ce que la vision est fonctionnelle ou pas? Ce qui nous permettra d'établir les tâches que nous allons vous demander de faire pendant l'intervention chirurgicale pour voir si celles-ci sont véritablement fiables. Et ça, c'est très important. Les bilans d'imagerie, on a parlé de l'IRM cérébral morphologique, que vous a présenté le Dr Provost, mais également fonctionnel. Et ceci va être intégré par votre neurochirurgien référent pour planifier son approche chirurgicale ou abord chirurgical, c'est-à-dire par quel chemin le neurochirurgien va arriver sur la maladie et pouvoir traiter efficacement celle-ci. C'est un petit peu l'itinéraire du pilote d'avion. Je pars d'un point A, pour arriver à un point B, j'utilise cette route. C'est exactement ce que va faire le neurochirurgien en amont d'intervention. L'équipe d'anesthésie va faire de même, c'est-à-dire qu'elle va récupérer vos informations sur vos antécédents, d'éventuelles comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies dont les patients peuvent être porteurs, et vont adapter leur protocole d'anesthésie et de réveil à cela, à cette situation. Le stade d'anesthésie et réanimation a lieu une semaine avant l'intervention chirurgicale. Ils vont revoir votre dossier de façon collégiale et en équipe pour ne pas passer à côté d'un éventuel manquement à l'établissement du protocole d'anesthésie. Enfin, M. Marteau vous en a parlé, la VPA, la visite pré-anesthésique qui va être faite par le médecin anesthésiste la veille de votre intervention et parfois va nécessiter des examens complémentaires, nouvelle prise de sang, radiographie du thorax, électrocardiogramme par exemple. Enfin, là encore, les gens de l'ombre, au bloc opératoire, les équipes soignantes vont vérifier la bonne disponibilité, le bon fonctionnement du matériel chirurgical, établir les commandes par exemple. Tout ceci se fait de façon totalement fluide et automatique la semaine qui précède l'intervention chirurgicale de façon routinière, puisque ces chirurgies finalement sont intégrées dans une routine de soins. D'un point de vue du patient maintenant, il faut se préparer à l'intervention, on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, j'en conviens bien volontiers, et on est là pour vous aider. Et il faut vraiment tenir compte, entre guillemets, et faire du cas par cas, parce qu'on voit bien avec le temps que les besoins des patients ne sont pas les mêmes les uns avec les autres, chacun a ses angoisses, chacun ses questionnements et ses préoccupations. Et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, le plus important c'est de poser les questions, de ne pas avoir de regrets. Vous n'embêterez jamais votre neurochirurgien, vous aurez l'impression de, mais vous n'embêterez jamais, et il faut le faire, votre neurochirurgien pour poser les questions, pareil à l'orthophoniste neuropsychologue, aux soignants dont on a parlé tout à l'heure. On est tous à votre disposition pour y répondre. C'est très important de les poser, de vous renseigner éventuellement sur des sites de confiance. On a parlé du site d'Amavea où les informations sont validées médicalement. C'est très important d'arriver avec ces questions qui sont au clair de votre côté. On dit souvent qu'il faut parler de sa maladie pour pouvoir diminuer son angoisse. Là encore, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Ça dépend beaucoup de sa personnalité. Mais en tout cas, ça ne peut jamais faire de mal que de parler de sa maladie aux gens de confiance, ses proches. Ça peut être son frère, sa sœur, ses parents, ses enfants, des collègues de travail ou des amis proches. C'est important, ou des soignants évidemment, c'est important de parler de sa maladie pour diminuer le stress. On prend souvent l'image de la compétition sportive ou de l'examen. C'est assez vrai, c'est-à-dire qu'au quotidien, le stress ne va pas disparaître avant l'intervention. Qu'elle soit faite sous anesthésie générale et a fortiori en conditions éveillées où le stress sera particulier, et c'est bien compréhensible, il faut arriver prêt. Il faut arriver prêt, mais le stress ne partira pas, et c'est un stress en fait qui est contrôlé, ce qui est différent de se faire submerger entre guillemets par le stress. Et en fait, tous les patients arrivent prêts au bloc opératoire. Ce qui est particulièrement rassurant pour nous, c'est qu'on n'a jamais de soucis.
ça se passe toujours bien, les patients savent automatiquement, l'être humain est capable de faire ça automatiquement, mais ça prend du temps. Et donc le délai entre votre consultation d'annonce et la chirurgie n'est pas qu'une histoire de planification d'examen, elle est aussi importante pour vous, pour que vous ayez le temps de laisser faire ce processus mental, j'allais dire, se mettre en place pour que vous puissiez arriver prêt le jour J. Certains patients vont se mettre en condition. On a beaucoup de gens qui vont faire beaucoup de sport avant pour arriver en forme physique. Certains vont adopter des mesures d'hygiène alimentaire. Je vais faire un régime strict, je vais arrêter de fumer. Ça, on vous encourage, c'est toujours très bien. C'est la seule mesure qui est impactante pour les suites opératoires, et notamment la cicatrisation. Certains vont adopter des techniques de relaxation, de consulter un psychologue. Tout est bon à partir du moment où c'est bon pour vous. Il n'y a rien d'obligatoire de notre côté. Donc, il faut vous écouter, et nous sommes à votre écoute. Voir son médecin traitant, je pense que c'est important. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir, mais c'est très important d'identifier, en particulier en amont de l'intervention, parce que c'est la possibilité de pouvoir avoir une discussion médicale, j'allais dire à cheval, entre le neurochirurgien, qui va avoir peut-être une discussion un peu routinière, qui a l'habitude de cette chirurgie, qui va peut-être passer outre et peut-être s'intéresser plus aux aspects techniques. Le médecin généraliste va avoir une discussion médicale, mais à cheval entre le médecin spécialiste et le patient. Et je pense que c'est un bon interlocuteur pour vous et tous les patients qui ont un médecin traitant, en particulier quand on le connaît depuis longtemps et qu'on a un bon contact, une bonne relation médecin-malade avec lui, c'est toujours très bénéfique. Par ailleurs, celui-ci pourra déclencher en amont de votre chirurgie, c'est-à-dire avant, une infection de longue durée, puisque la plupart des maladies que nous traitons par cette chirurgie sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est important. Concrètement, le jour J, comment ça se passe? 3 temps opératoires dans cette chirurgie en conditions éveillées. Un premier temps, vous allez avoir votre neurochirurgien référent qui va vous accueillir au bloc opératoire avec toute l'équipe soignante et d'anesthésie et réanimation au bloc opératoire. Vous allez être installé. L'installation est particulière. Vous allez être installé sur la tranche du côté droit lorsque l'on opère le côté gauche et sur la tranche du côté gauche lorsque l'on opère le côté droit. Ne vous inquiétez pas, on ne se trompe pas de côté à ce moment-là. Et les vérifications sont faites également au bloc opératoire jusqu'avec vous et on valide avec vous la bonne installation. Vous êtes installé confortablement. On passe la main à l'équipe d'anesthésie et réanimation qui va vous endormir. C'est une anesthésie générale, première. Le neurochirurgien référent reprend la main et va ensuite procéder, et c'est très important, à une anesthésie locale. Une anesthésie locale, pourquoi? Du cuir chevelu, puisque c'est la seule zone particulièrement sensible que nous allons devoir traverser pour arriver sur, et ouvrir la boîte crânienne, et arriver sur le cerveau, et donc pouvoir retirer la maladie. Il faut donc, c'est très important, faire une anesthésie locale large et pérenne dans le temps, puisque cette intervention dure entre 3 et 5 heures. Il faut donc que son effet soit différé dans le temps, mais pérenne. Ensuite, nous réalisons ce que l'on appelle la craniotomie, ce qui veut dire ouverture de la boîte crânienne, mais je laisserai mon collègue, le Dr Zanello, vous en parler juste ensuite. Une fois que le cerveau est exposé et la maladie visible, nous réalisons le deuxième temps de cette chirurgie, qui, je le rappelle, a été faite sous anesthésie générale, vous dormez complètement. Bon, c'est la phase des réveils. Le neurochirurgien référent dit au médecin anesthésiste « c'est bon, je suis prêt, tu peux réveiller le ou la patient ». La phase d'éveil a donc lieu, les produits d'anesthésie sont arrêtés, le patient met en général entre 10 et 30 minutes pour se réveiller et l'orthophoniste neuropsychologue est là au moment du réveil pour vous aider à récupérer plein de conscience. Ça permet de plus vite commencer le travail qui va suivre. Et nous allons, une fois que le patient est bien réveillé, faire ce que l'on appelle la cartographie corticale. C'est à nouveau, alors désolé, c'est encore un terme compliqué, c'est un terme qui veut dire que nous allons pouvoir identifier les différentes fonctions du cerveau dans sa superficie, c'est pour ça qu'on utilise le terme cortical, pour identifier les zones cruciales à préserver avant l'intervention chirurgicale. Je vous ai mis un petit exemple sonore ici. Vous avez une patiente qui est allongée, vous voyez sa bouche, vous voyez ses yeux qui sont cachés, dissimulés. Vous avez Madame Trancard, orthophoniste neuropsychologue, qui travaille avec elle en temps réel et nous, en stimulant le cerveau, le neurochirurgien derrière le champ opératoire, stimule le cerveau, ce qui génère un arrêt du langage. Donc on bloque transitoirement, je vous rassure, le langage du patient, de la patiente en l'occurrence, et on sait que le matériel est fonctionnel, et on sait qu'ici, il y a une zone que l'on ne peut pas toucher pour ne pas endommager de façon définitive les fonctions cérébrales du patient. Et va s'en suivre la troisième phase du deuxième temps, en phase d'éveil, qui est la résection de la tumeur. On va la retirer, le plus possible, avec une cartographie, vous savez ce que c'est maintenant, sous-corticale, c'est-à-dire en profondeur, tout au long de la chirurgie de résection. Ici, à l'hôpital Sainte-Anne, cette chirurgie se fait à 2 neurochirurgiens seniors, c'est-à-dire 2 neurochirurgiens experts et formés à la pratique de cette technique,
votre neurochirurgien référent va retirer la maladie pendant que l'un de ses collaborateurs, formé à cette technique, va stimuler le cerveau pour identifier les zones à risque qu'il faudra donc préserver. C'est très important parce que l'être humain est particulièrement plus efficace quand il est monotâche que quand il est multitâche. On le sait tous au quotidien, c'est vrai aussi pour un chirurgien, c'est vrai aussi dans la chirurgie, et que donc ça permet d'être concentré sur un objectif, retirer le plus possible de la maladie, et un autre chirurgien collaborateur qui va lui s'intéresser plutôt à la fonction cérébrale et dire au chirurgien qui retire la maladie ne va pas par là, ne va pas par là, et donc on a une discussion qui se fait comme ça. Voici ici une vidéo qui vous montre des deux côtés du champ opératoire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vision désagréable ici, les quatre mains qui travaillent à soigner la patiente, et l'orthophoniste neuropsychologue, Mme Francard ici, qui travaille avec la patiente, avec une main qui se contracte, et des tests langagiers qu'on n'entend pas, puisqu'on a coupé le son ici volontairement, pour vous montrer comment ça se passe. Et cette intervention va durer en général 1h30 à 2h, c'est-à-dire que la phase d'éveil dure en général ce délai. La maladie, ou le plus possible de la maladie, est retirée. Le neurochirurgien vous félicite, parce que c'est grâce à vous que ceci a pu être fait. Un test final est réalisé avec l'orthophoniste neuropsychologue pour vérifier que le langage fonctionne bien, que la motricité fonctionne bien, que la vision et les différentes fonctions qui vont être évaluées pendant l'intervention sont bien efficaces. Ça va rassurer le patient, vous, ça va rassurer l'orthophoniste neuropsychologue, ça va rassurer le neurochirurgien et toutes les équipes soignantes. On est donc tous rassurés, on peut donc terminer l'intervention, on demande à l'équipe d'anesthésie et réanimation de rendormir le patient, et l'anesthésie générale a de nouveau lieu. C'est le temps de fermeture, le Dr Zaniro vous en parlera, c'est la fin de la craniotomie, la fermeture des différents plans nécessaires à l'abord à l'approche chirurgicale. Et vous allez ensuite bénéficier d'un shampoing, d'un pansement de tête, comme vous avez pu voir dans l'introduction de la présentation, et vous allez être transféré en salle de réveil pour vous réveiller, comme son nom l'indique, progressivement, en quelques minutes à heure, et vous allez rester une demi-journée dans cette salle avant de remonter dans votre chambre. Dernière diapositive, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisque Mme Francard en parlera, sur les suites opératoires. Il est très important, je pense que c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, mais qu'il est systématique, dans 100% des cas, qu'il y ait une aggravation neurologique post-opératoire après ce type de chirurgie. J'aime bien prendre l'image de la chirurgie orthopédique. Vous êtes opéré du bras, vous sortez du bloc opératoire, le bras il est tout lisse, vous avez pas mal, et puis dans les heures qui suivent, le lendemain, il est tout gonflé, tout rouge, tout chaud. Et bien c'est pareil avec le cerveau. Il va y avoir un œdème post-opératoire. Et donc les zones cérébrales qui ont été préservées, mais auxquelles on a un petit peu perturbées, j'allais dire, puisqu'on s'est arrêté sans les endommager, vont être œdémacées, gonflées, et donc dysfonctionnelles. Et donc la très grande majorité des patients, la quasi-totalité, vont avoir une aggravation parfois très spectaculaire. Il est tout à fait possible que le lendemain d'intervention, vous ne puissiez plus parler, même comprendre le langage, ce qui est particulièrement perturbant pour vous et pour votre entourage. Il est donc important qu'ils soient là avant la chirurgie, parce que nous, on vous le dira systématiquement, et qu'ils en aient bien conscience, et vous verrez qu'on insiste particulièrement là-dessus. Et cela sous-tend d'identifier une orthophoniste neuropsychologue proche de chez vous pour pouvoir bénéficier d'une rééducation la plus précoce possible, parce que plus vite vous êtes rééduqué, plus vite vous allez récupérer. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais nos collègues orthophonistes neuropsychologues sont là pour vous aider à les identifier, ces spécialistes, et on fera tout ce qu'on peut pour contraindre cette rééducation le plus vite possible. En tout cas, vous aider à y arriver. Vous avez des soins infirmiers quotidiens de kinésithérapie, vous allez dès le premier jour de l'intervention. L'objectif est de se redynamiser. Là encore, c'est facile à dire, mais nos collègues sont là pour vous aider. C'est plus difficile à faire, j'en conviens. 4 à 7 jours d'hospitalisation en moyenne et un retour à domicile. Dans la très grande majorité des cas, rares sont les patients qui ont besoin d'un centre de convalescence, mais ça peut arriver, en particulier quand on est seul. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Notre assistante sociale est là aussi pour vous aider à identifier des centres proches de chez vous, et nous faisons la demande, et ça se passe très bien. L'arrêt de travail minimal est de 3 mois. Il peut être adapté en fonction de votre situation professionnelle et de vos difficultés, et notamment de la rapidité de la récupération neurologique. On considère que c'est la meilleure chose qui puisse arriver en post-opératoire. Plus est rapide la reprise du travail, meilleure en fait est la récupération neurologique, parce qu'on sait que c'est le meilleur critère globalement d'un bon fonctionnement cérébral. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je laisse la parole au docteur Zaniro.